C'était le best-of de la midinale. Retrouvez Charlotte et Théo du lundi au jeudi de midi à 13h en direct sur Campus FM. Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est pas pour me vanter, mais jeudi, j'irai faire un tour en ville avec quelques copains. Pas pour aller admirer le sapin de Noël géant des allées Jean Jaurès, nos nouvelles Ramblas, qui fait déjà polémique au motif que pour l'édifier, il aura fallu couper 385 petits sapins. C'est sûr qu'après ça, Jean-Luc Moudenc pourra mettre en avant sa volonté écolo de reverdir le centre-ville, ni pour aller une dernière fois rendre visite à Olivier Cussac, dont le studio d'enregistrement, le studio Condorcet, devrait, entre autres lieux d'habitation et de travail, faire les frais de l'action des pelleteuses, une fois que les derniers pare-feux citoyens et judiciaires auront été levés et que pourra enfin commencer à s'exprimer, à se réaliser le rêve mégalomaniaque municipal d'une ville en pleine modernité moderne avec centre d'affaires, commerce tout azimut et tour de 150 mètres. Vraiment, Jean-Luc, tu n'en rates pas une. Eh bien, c'est bien pour aller grossir les rangs de la manifestation et des manifestants qui manifesteront ce jour-là de manière manifeste leur interrogation, un euphémisme, leur colère, c'est sans doute plus probable, face à un pouvoir qui, depuis son installation jupitérienne, s'obstine à les prendre pour des jambons. Alors, qui sera dans la rue jeudi prochain, 5 décembre ? Eh bien, tout d'abord, des salariés des transports urbains qui sont à l'initiative de ce mot d'ordre de grève. Depuis, ceux du transport en général les ont rejoints, SNCF, transport routier de voyageurs, de marchandises, de fonds, ainsi que les ambulanciers, déménageurs et taxis. Chacun avec des mots d'ordre différents, retraite, concurrence déloyale, conditions de travail difficiles, le pouvoir d'achat, mais en tout cas, ils sont tous ensemble. Et puis, les ont rejoints une partie des organisations étudiantes et lycéennes. Les fédérations syndicales d'enseignants, primaires, secondaires et du supérieur seront également là. De son côté, les avocats, de leur côté, les avocats appellent à une journée morte, tandis que les magistrats appellent, eux, à la grève. Et même le syndicat Alliance Police Nationale a annoncé des actions symboliques, comme la fermeture des commissariats hors urgence. L'UNSA Police, de son côté, parle de rejoindre le mouvement. N'empêche que l'on verra d'autres policiers en face des manifestants pour sécuriser, c'est le mot de Castaner, les cortèges annoncés partout dans les villes de l'Hexagone. Les forces de l'ordre qui, pour l'occasion, devraient retrouver sur leur chemin leurs bons copains, les Gilets jaunes, qui ont, eux, décidé, c'était lors de leur assemblée de Montpellier, de se mobiliser fortement le 5 décembre prochain. Et puis, 3 des 4 syndicats du secteur de l'énergie, CGT, FO et puis CFE, CGC, UNSA, appellent aussi à la grève. Des mouvements sont par ailleurs annoncés du côté de la Poste, dans les raffineries, au syndicat du livre, dans l'agroalimentaire, dans les jeux vidéo. Et oui, messieurs, même les tenants du jeu vidéo feront grève ce jour-là, chez les éboueurs, dans l'automobile, dans la fonction publique territoriale. Et puis la santé devrait être également fortement mobilisée jeudi prochain, que ce soit les salariés des hôpitaux que ceux du médico-social. Beaucoup de monde, en tout cas, façon de rappeler à Jupiter que la colère du moment n'est pas simplement focalisée sur la réforme des retraites, mais bien sur les directives, projets de loi et autres réformes en gestation qui obèrent le pouvoir d'achat, favorisent la finance et instaurent une précarité insupportable. La dernière réforme de l'assurance chômage mise en place le 1er novembre en étant un des derniers exemples qui empêche, à coup de nouvelles conditions d'accès et autres dégressivité des allocations ou ouverture des droits retardés, pour 10% des chômeurs, chiffre inédit, d'ouvrir des droits à allocation, tandis que 41% des chômeurs ont vu leur allocation baisser. Et pendant ce temps, Jupiter
continue à se persuader que le ruissellement de la richesse du plus haut patron d'industrie vers le plus bas des réfugiés involontaires de nos trottoirs urbains, vieille théorie libérale, ce ruissellement popularisé en son temps par Ronald Reagan, alors président des États-Unis, c'était au début des années 80, et bien que ce ruissellement permettra une meilleure redistribution des richesses. Macron se référant à Ronald Reagan et qui a dit en plus que ce jeune homme était un novateur. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé et mis en onde par Tulip. Dans un instant, je recevrai David Odrochi, le patron d'Initiative H, parfaite machine à swing, qui au printemps dernier s'est emparé d'un album de Moondog, Sax Pax for a Sax, l'a revu, l'a rejoué à sa manière au métronome, c'était le 11 avril dernier, et puis à Marciac 2 jours plus tard, le 13. Depuis, un album a été conçu, écho sonore de ces 2 concerts, et l'Initiative H s'apprête à remettre le couvert jeudi prochain, 5 décembre. Finalement, il n'y aura pas que des manifestations à Toulouse. Ce jour-là, 5 décembre, ça se passera au Rex, histoire de fêter comme il se doit la sortie de ce disque. Ensuite, Lucas Lemoff lancera le 2e épisode de votre série à suspense Cap ou pas Cap. Et sans vouloir spoiler ce 2e épisode, depuis la dernière fois, il y a de nouveaux personnages qui sont entrés dans la danse. Enfin, je parlerai avec Lise Martin, chanteuse inspirée, qui dans son dernier album Persona interroge le rôle de chacun dans la société d'aujourd'hui, en explorant ses fêlures, les joies, les espoirs et les engagements de ces êtres singuliers, contradictoires et complexes que nous sommes tous. Lisa Martin qui jouera, soit dit en passant, dimanche après-midi au Café Plume. Ça commencera à 17h. Le Café Plume, c'est à Lautrec dans le Tarn. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Nous le disons ici régulièrement, la scène musicale toulousaine est riche, diverse, inventive et plutôt foisonnante, un vrai régal en tout cas pour les oreilles. Anticyclone ne déroge pas à cette affirmation singulière et sensible, lyrique et décalée. Leurs compositions ont permis à ce trio de se forger une identité toute personnelle, nourrie de folklore et de musique classique, de musique improvisée et de théâtre. L'univers de ces 3 musiciennes, dont 2 ont aussi fait du théâtre de rue, est à la fois foutraque et lunaire, très mélodique et parfois dissonante, poétique et saugrenue. Après un petit temps de repos qui les a néanmoins vus composer et enregistrer un nouvel album qui s'appellera Beffroi et qui sortira le 17 janvier prochain, Anticyclone s'apprête à reprendre le chemin de la scène. Un premier concert est même annoncé pour le 8 janvier au Métronome. En attendant ce grand moment, écoutons tout de suite un premier morceau de Beffroi, album à venir mais que nous avons déjà et on n'en est pas peu fiers. Anticyclone, Précipitation, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mou sur Radio Campus, toujours Joe Kangourou au micro, et je reçois tout de suite David Odrechy. Bonsoir. Bonsoir. David Odrechy, trois impressions sur le morceau que l'on vient d'écouter. Ouais, c'est vraiment chouette, très très chouette. Un mélange assez inattendu. Comme un peu ce que fait souvent ce trio assez inclassable quand même. Ouais. Donc voilà, Anticyclone, ils sont prévus pour venir dans cette émission le 10 janvier prochain, 2 jours après leur concert du Métronome qui se passera dans le 8 et une dizaine de jours avant la sortie de l'album qui est annoncé pour le 17. David Odrechy, vous n'êtes pas là que pour tresser des lauriers à vos confrères, vous êtes aussi là pour nous parler d'un album. Alors je sais plus, moi je croyais qu'il était sorti en septembre-octobre, finalement vous fêtez sa sortie la semaine prochaine, c'est quoi? Il sort vraiment la semaine prochaine? Non, en fait il est déjà sorti. Il est déjà sorti, mais vous fêtez... Il est disponible, c'était juste histoire de rejouer ce programme-là encore une fois. Voilà, donc ça se passera au Rex le 5 décembre prochain. Dans ce concert, ce programme bâti autour des compositions que Louis Sardine, plus connu sous le nom de Moondog, a composé en 1994 à l'initiative d'un quatuor de sax londonien. D'un ensemble de sax londonien. Ouais. Dont l'album c'était Sax Pax for a Sax. Ouais, album dont vous vous êtes emparé, vous les avez revus, corrigés, ces morceaux. C'était une petite formation, enfin il n'y avait pas beaucoup d'instruments sur l'album original. Non, il y avait donc un ensemble, je crois qu'ils sont 8. Voilà, c'est ça. Un sax de 8 et quelquefois la grosse caisse. Et de temps en temps un piano en solo. Et une petite miniature au milieu. Et donc voilà, moi je me suis servi de ça pour faire une nouvelle... c'est pour ça qu'on a appelé ça remix, parce que dans l'idée c'était plutôt comme si quelqu'un travailler ce répertoire avec de la musique électronique, quoi. C'était presque ça. Mais avant de parler de l'album, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler qui était Moondog et la place qu'il a dans votre panthéon personnel? Alors, moi j'ai découvert ça hyper jeune parce que le hasard a fait que quand j'ai commencé à prendre des cours de sax, notre prof nous faisait écouter un titre chaque semaine. Et le premier truc qui nous a rendu peut-être le deuxième, c'était le fameux Bird's Lament. Voilà. Et donc j'avais découvert ce mec-là, et des années plus tard j'ai commencé à fouiller sa discographie, tout ce qu'il avait fait. En fait c'est énorme, il a produit énormément de musique pour énormément de formations différentes aussi. Ouais, peut-être pour se mettre une idée de Moondog, on va l'écouter, ce Bird's Lament, histoire que les auditeurs se rappellent tout de suite qui est Moondog, finalement très peu connu, mais enfin quand on entend ça, on se dit tout de suite ah oui. Donc Moondog, une fois qu'on a entendu ça, on se dit ah oui d'accord. Il y avait eu ce morceau produit par Mr. Scruff sur Ninja Tune il y a une petite quinzaine d'années, qui avait fait quand même danser sur tous les dance floors. Donc Moondog, une espèce de musicien inclassable qui a passé une partie de sa vie dans la rue, qui finit aveugle, qui vient mourir en Allemagne, un musicien très intéressé par la musique de Bach, qui fait autant de la musique, j'allais dire de jazz, que des œuvres classiques. Quel a été un peu votre postulat de départ pour prendre ces œuvres-là qui, sur le disque dont sont tirés les morceaux que vous reprenez, font à peu près 2-3 minutes chacun. Il y a très peu de très longs morceaux, et vous en tirez des morceaux de 7, 8, 9 minutes. L'idée c'était, vu que je crois que je peux dire qu'il y a une espèce de son Initiative H, enfin avec des codes en tout cas assez précis, donc l'idée c'était d'utiliser ces codes sur cette musique-là, et après il n'y avait pas de limite, dans le sens où c'est pour ça que je parlais de remix, c'est pas de réécriture, de réarrangement. Il y a pas, évidemment les gens qui connaissent Moondog vont retrouver à chaque fois la mélodie ou des clins d'œil qui se glissent par-ci par-là, mais après j'avais pas de cahier des charges finalement. Donc j'ai pu faire un peu ce dont j'avais envie. Il y a certains morceaux qui sont très majeurs, qui sont devenus très mineurs, des trucs qui étaient très lents, qui sont devenus très rapides. Enfin, c'était
Quand vous dites que vous n'aviez pas de cahier des charges, oui, puisque ce concert-là et ce programme-là est une commande d'Hervier Bordier dans le cadre de la saison Moondog qu'il a organisé l'année dernière à Toulouse et qui a sans doute fait connaître ce musicien à pas mal de Toulousains. Ben, disons que vu l'ampleur de l'événement, c'était difficile de passer à côté de ça, donc c'était super. Manifestation qui a duré de septembre à juillet avec de tout, des concerts d'orgue en petite formation, en grande formation. Ça s'est terminé au Capitole avec l'orchestre du Capitole. Exactement. Voilà, bon, il y a eu de quoi découvrir Moondog. C'était assez incroyable, quoi. Et les fans de Moondog sont venus en profiter. Moi, j'en ai rencontré pas mal tout au long de la saison et c'était cool. Et quand je dis que vous avez quand même dynamité les titres, donc le Bird's Lament là qu'on vient d'écouter, morceau hommage à Charlie Parker, Moondog l'avait écrit juste après la mort de Charlie Parker. Quand vous dites que vous en avez fait des morceaux mineurs, celui-là c'est carrément le morceau mineur de l'album, pas en termes d'intensité, mais par contre le thème, il faut vraiment être très attentif pour aller le chercher. Par contre, on le retrouve beaucoup dans New Amsterdam sur le solo de trombone. Oui, exactement. En fait, dans le solo de trombone même, il y a quasiment tous les titres. Si les gens sont motivés, en fait, il a quasiment balancé des citations de tous les thèmes de l'album. C'est vrai que ça aussi, c'est un peu la marque d'Initiative H, c'est de construire le morceau autour, à un moment donné, d'un solo du musicien. Ils ont chacun leur moment de gloire. Il y a un super solo de synthétiseur par Amorify. Pareil du côté du guitariste. Il y a un moment de guitare incroyable. C'est vrai que ça reste une des marques d'Initiative H. Chaque instrumentiste a son moment à lui. Oui, ça fait partie presque du cahier des charges de l'IH. Voilà. Je me souviens, lorsque vous étiez venu nous parler d'Initiative H, il y a une petite dizaine d'années au départ, c'était même le départ de l'aventure. Construire des compositions pour un instrumentiste et habiller le solo qui allait arriver. Ouais, exactement. Excellente mémoire. J'ai que ça à faire. Avec des choses qui commencent à devenir rigolo dans l'Initiative H, c'est que dans les 30 premières secondes du morceau, on arrive à savoir qui c'est qui va faire le solo. Ah ouais. Là, il y a sur justement New Amsterdam, donc qui est marqué par un superbe solo de trombone. Il y a une intervention du tromboniste à un moment donné, et c'est vrai qu'on se dit dans 3 minutes, c'est lui qui va être devant. C'est pas des choses voulues. À un moment donné, je me suis demandé si c'était un gimmick qui allait revenir régulièrement comme ça. Pas jusque-là. Comment a été reçu cet album et ce répertoire qui va quand même chercher dans la musique classique, à certains moments, on a l'impression d'entendre des morceaux de Bach avec ce travail sur le chant, sur le contre-chant, sur le canon, sur des formules comme ça qui ont été initiées par Bach au XVIIe, mais aussi le disco. Il y a un morceau qui est complètement disco avec une rythmique dont c'est Simon Portefait à la batterie et Philippe Waterball à la basse. C'est carrément disco. C'était l'idée, c'était de faire une ouverture qui poutre un peu, en prenant un thème justement qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Pas du tout, au départ. Et donc c'était un peu ça l'idée, c'était de dynamiter un peu le truc. Quoi. Les accros de Moondog, les gens qui connaissent un peu ce répertoire, vous avez eu des échos de leur part? J'en ai eu, ou en tout cas ceux qui avaient du négatif sont pas arrivés jusqu'à moi. C'est sans doute votre carrure imposante qui les a dissuadés de venir vous en parler. Beaucoup de presse sur cet album depuis qu'il est sorti. C'est vrai que c'est sans doute l'album d'Initiative H qui a été le plus chroniqué. Ça fait quoi au bout de 10 ans d'aventure? Vous le voyez comme une reconnaissance, comme un achèvement, comme une façon de dire ça y est, cette fois on y est arrivé? Je saurais pas vous dire. Pour moi, c'est une espèce de continuité. En fait, on sait bien que en ce moment, et peut-être même pas en ce moment, mais avoir un grand format et de le faire vivre, en fait, chaque année passée, en fait, c'est déjà monstrueux. C'est une victoire, une victoire de plus. Donc voilà, mais oui, évidemment, ça fait plaisir d'être reconnu, disons. Voilà, on est
je suis très content. Du coup, il y a des concerts qui arrivent suite à cette presse-là ou pas? Alors, il va y avoir des concerts, il va y avoir même des trucs plutôt chouettes, mais pour l'instant, je peux pas. Il y a personne qui écoute Caramel Mou, donc vous pouvez y aller, ça reste entre nous. Non, pour l'instant, je peux pas. Bon. Je peux pas balancer. Tant pis. Justement, j'allais vous dire, là, vous continuez à faire vivre ce projet, mais les prochains projets pour Initiative H, vous pouvez pas me parler non plus? Ah si, non, voilà, c'est déjà, je vais quand même, parce que quand même le précédent est sorti il y a 1 an, Broken. Là, on sort Moondog. Je pense que je vais souffler pendant quelques mois avant de remettre le couvert. Parce que mine de rien, c'était l'album le plus éprouvant. Puisque les 3 premiers albums, c'était de la composition. Et en fait, le travail d'arrangement ou de remix, comment on l'appelle, en fait, ça a été assez laborieux. Quoi. Parce que c'est vrai que là, c'est réécrire des pièces pour grand orchestre qui ont été prévues pour un tout petit octet. Oui, en fait, il y a ce truc-là. Et puis, ce qui était compliqué pour moi, alors que j'ai cru que ce serait plutôt facile, c'est que c'est des pièces que je connais, que j'ai jouées plusieurs fois. Et donc, en me disant que... Et en fait, c'était difficile de sortir de la pièce originale pour en faire autre chose. Donc, il a fallu que j'y passe pas mal de temps. La prochaine fois, ça sera dans des compositions. Oui. Ouais. Vous n'allez pas vous réattaquer à l'œuvre d'un compositeur déjà longuement entendu. Jeudi, on voit quoi sur scène? Vous avez pris l'habitude, pour certains concerts, de demander de la vidéo, de balancer aussi des images. C'est ce qui va être fait au Rex ou pas? Ouais, parce qu'en fait, il y a donc c'est la sortie de l'album, et en fait, même si c'est pas un grand événement, on fête les 8 ans. Et donc on va entendre évidemment les pièces de Moondog et aussi quelques titres des précédents albums. Voilà, de Broken notamment, avec les images de Romain Cartier. D'accord, très bien. Donc ça se passe au Rex le 5 janvier prochain. C'est pour fêter la sortie donc de cet album consacré à Moondog par Initiative H. On va en écouter tout de suite un morceau. Bon là, je me suis longtemps posé la question entre New Amsterdam et Birds Lament. Puis bon, ça va être Birds Lament. Vous avez entendu l'original tout à l'heure. Essayez de trouver le thème de ce morceau-là. C'est quand même assez compliqué. Sur scène, quand je vous ai vu donc au métronome, je suis passé à côté. J'ai entendu le morceau, j'ai pas compris que c'était Birds Lament. C'est à la fin du concert, j'ai dit mais mince, ils l'ont joué quand? On m'a dit non, c'était le 3e morceau. J'ai dit ouais, je suis passé complètement à côté. Voilà, Birds Lament par Initiative H, donc jeudi prochain au Rex pour fêter la sortie de cet album.
croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Et un qui a l'esprit station, par contre, c'est bien Lucas Lemoff. Mais juste avant de le retrouver dans sa nouvelle chronique Cap ou pas Capitole, juste rectifier une erreur, c'est bien le 5 décembre qu'aura lieu le concert d'Initiative H au Rex et pas le 5 janvier comme j'ai pu le dire, emporté par mon élan. Lucas Lemoff, bonsoir. Bonsoir. Bon, il y a 15 jours, vous nous avez lancé dans un feuilleton complètement formidable. À côté, oui. On se doute que Dallas ne sera que Pichotir. Mais je vois vos yeux de malice qui pétillent, vous l'attendez tous et toutes, comme dirait l'autre. Notre émission de télé-réalité, en fait, notre série à succès, notre saga de l'hiver. Je parle bien sûr du 2e épisode de Cap ou pas Capitole. Ouais, des rebondissements de partout, des menaces à foison, des départs, des trahisons, des ralliements. Dans ce 2e épisode fou, je le rappelle, ils sont plusieurs à vouloir s'asseoir dans le trône de la mairie de Toulouse et un seul ou une seule d'entre eux, suivi de son équipe, y parviendra. Petit rappel des participants à la course. Tout d'abord, Jean-Luc, le taulier dans la place, il padrino comme on l'appelle dans le milieu, ou plutôt le centre droit, même si jusqu'à bien à droite. Le Tony Montana de Garon Beach est toujours aussi ravi, tel un ancien combattant qui arbore fièrement ses médailles de guerre, il est fort de ses nombreux soutiens. En Marche, les Républicains, UDI, Modem, Agir, et peut-être même Sens commun. On ne désespère pas, mon Jean-Luc, ne dit-on pas, plus on est de fous, plus on rit. Il fait quelques annonces sécuritaires, histoire de rappeler à son électorat qu'il est toujours in the game, mais n'hésite pas le reste du temps à étriller ses adversaires, c'est quand même ça qui est le plus rigolo quand on est le champion en titre. Ensuite, nous avons toujours Nadia. Nadia continue son bonhomme de chemin, même si elle ne sait pas très bien précisément où va ce chemin, entre les socialistes, les communistes et les arrivistes. Nadia aime également étriller ses adversaires, c'est quand même ça qui est le plus rigolo quand on est challenger. Quentin est a priori toujours là, le candidat du Rassemblement National, aussi joyeusement entre les tweets pour moitié démago fachos et les quelques interviews sporadiques en mode vinyle rayé sur les sujets racoleurs. Bref, Quentin est toujours fidèle à lui-même. Espérons que le score du parti en 2020 sera fidèle à celui de 2014. C'est-à-dire pas important. C'est-à-dire pas grand-chose, en tout cas pas le 2e tour. Et ensuite, nous avons du nouveau du côté d'Archipel Citoyen. En effet, le mouvement a enfin désigné sa tête de liste. Il s'agit d'Antoine qui est estampillé Europe Écologie Les Verts, ce qui ne fait pas plaisir à tout le monde, nous le verrons. Et puis de possibles candidatures à venir. Il y a d'un côté Pierre, le petit Pierre Cohen qui, souvenez-vous, était calife à la place du calife et qui se projette maintenant en rassembleur de la gauche. Et de l'autre côté, le NPA qui lui aussi brandit la menace d'une possible candidature en déclarant vouloir incarner la rupture. Rupture, rassemblement, alliance, coup bas, coup à gauche, coup à droite. Il y a tout ça dans la frénésie de Cap ou pas Capitole. Bon voilà, donc on va refaire peut-être un petit tour de l'ensemble de ces personnages formidables dans ce grand trip réalité show que va être les municipales toulousaines de 2020. Donc, le premier, Jean-Luc Moudinque. Oui, alors aujourd'hui, il a réussi à faire voter au conseil municipal l'installation de 50 caméras de vidéosurveillance supplémentaires. Il y a encore de la place pour en mettre à Toulouse. Voilà. Alors on dit plus caméras de vidéosurveillance, maintenant on dit vidéoprotection parce que maintenant les caméras protègent. Elles descendent de leur socle et elles interpellent directement les agresseurs. Avec leurs petits bras costauds. Voilà, petits bras musclés comme dirait l'écologie. Formidable. Alors il veut doubler encore les effectifs de la police municipale dans les quartiers, alors qu'il a déjà doublé l'effectif global lors du mandat actuel. C'est là qu'on se demande, mais jusqu'où doublera-t-il? Et il tacle ses adversaires. Alors il dit par exemple à propos d'Antoine Maurice d'Archipel que c'est quelqu'un de clivant et qu'il est le symbole d'une écologie autoritaire. Faudra juste expliquer le concept d'écologie autoritaire. C'est sûr que comme vous disiez, de faire ériger un sapin géant composé de 385 petits sapins au milieu des allées Jean Jaurès flambant neuves, ça relève certainement pas de l'écologie autoritaire, si ce n'est peut-être à quelques mois des élections de stratégie publicitaire. Peut-être. Et puis au moins ce coin-là de Toulouse est vachement vert en ce moment. Alors Nadia Bellefigue, vous me Bellefigue, non, avec un B, non, avec un P. Vous me permettrez ce néologisme. Pardon. Donc Nadia Pellefigue. Alors on peut lire sur le site du Journal Toulousain un article titré comme suit: Logement, Nadia Pellefigue veut construire Toulouse avec les Toulousains. Mais ça veut dire que pendant tous les week-ends, on va prendre sa truelle, sa pelle et on va aller s'atteler à construire des bâtiments. Oui, voilà. Déjà c'est rassurant parce qu'on se dit qu'avec les Bordelais ce serait plus compliqué déjà. Et puis non, c'est un peu de la mauvaise foi, j'avoue. En fait, ça veut juste dire qu'elle veut mettre en place une participation citoyenne en termes d'urbanisme.
Dans le même article, elle estime que la tour d'Occitanie est le symbole de ce qu'il ne faut pas faire à Toulouse, mais qu'elle est quand même séduite par le côté joliment dessiné avec un aspect de végétalisation. Donc sachez quand même les copains, si vous voulez proposer à Nadia un bâtiment qu'il ne faudrait pas mettre dans la ville, qui serait inutile, trop cher, ce que vous voulez, mais si vous avez un joli coup de crayon et que vous mettez des arbres dessus, ça passe. Elle égratigne aussi un peu ses adversaires. Elle qualifie par exemple la liste d'archipels citoyens de candidats à l'animation de la prochaine MJC. Ce qui me rassure un peu à titre personnel, parce qu'au moins si c'est elle qui passe, on est en droit d'espérer que sa municipalité subventionne encore les MJC dans cette ville. Et est-ce que Nadia a depuis le dernier épisode réussi à mettre le logo du PS sur ses affiches ou définitivement elle ne veut pas? J'ai pas vérifié, mais je ne pense pas. On ne peut pas la qualifier de... Et non, on n'a pas le droit. Même si on n'a pas le droit. À la fois c'est vrai et à la fois c'est pas vrai. C'est un peu un en même temps, finalement. D'accord. Ok. Bon, allez, archipel citoyen, vous le disiez dans la première partie de votre intervention, ils ont enfin un candidat. Oui, alors... Ils se sont pas finalement entretués? Alors, pas encore. Le collectif Archipel, donc les premiers noms sont sortis, effectivement, c'est déjà pas mal. Donc la tête de liste, Antoine Maurice, qui vient des Verts. Je rappelle que les Verts avaient menacé déjà de quitter le mouvement en raison de réserves émises sur le programme et sur l'organisation interne. Bon, disons là, c'est plus possible de partir. Mais d'autres partent, en revanche, à cause de cette nomination, comme Jean-Christophe Célin, par exemple, qui ne se reconnaissait plus dans la démarche, qui n'est selon lui plus une démarche citoyenne. En effet, cette nomination politiserait la liste. On appréciera au passage cet argument venu de la part d'un ancien du PS, du parti de gauche, élu municipal en 2008, puis actuellement élu régional. Ce soir, la France Insoumise se réunit pour voir si elle décide de rester ou non dans le mouvement. Ah oui, il y a quand même encore... Et oui, alors a priori, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, peu de chance qu'elle s'en aille. Donc on peut encore compter sur une unité certes un peu fragile, mais quand même tenace. Bon, il ne reste plus qu'à espérer que d'ici le mois de mars, il se renforce. Vous parliez de Pierre Cohen, alors ça c'est quand même la surprise, surtout avec un projet qui finalement rappelle grandement l'union de la gauche. Certes, effectivement. Ça n'a jamais que 40 ans. C'est vrai, vous avez raison, l'idée est vieille, mais comme je disais la dernière fois, vous savez, l'idée elle a beau être vieille, ça marche partout, tout le temps. Alors on ne sait toujours pas ce que va décider notre messie toulousain et ses paroles divines, Pierre Cohen, qui ne se déclare pas candidat aux élections, mais candidat au débat public. Voilà, et au rassemblement. Il a envie de causer, visiblement. Et ce, dans l'espoir d'incarner une unification des deux listes Pelfig-Archipel. On n'est jamais trop optimiste. J'espère juste qu'il ne va pas attendre trop longtemps qu'on vienne le chercher pour ça, parce qu'il a certainement plein de choses beaucoup mieux à faire, comme tondre sa pelouse ou amener ses petits-enfants voir le sapin des allées Jean Jaurès, par exemple. Et alors, dernier point d'interrogation dans ce début de campagne finalement assez agité, le NPA? Alors, le NPA est clairement en désaccord avec la démarche archipélienne et appellerait à constituer une autre liste pour ces municipales. Une liste dite porteuse d'un programme de rupture. Ah ouais, et avec qui? Et peut-être Jean-Christophe Célin, on verra, peut-être si jamais, s'il trouve une place, je sais pas, on verra. Donc rupture, voilà, effectivement, c'est le mot, ça menace de rompre de tous les côtés. Alors même si pour l'instant nous ne voyons qu'une seule grande fissure dans le mur de la gauche toulousaine, gauche avec des gros guillemets, on redoute légitimement l'apparition de plus petites fissures supplémentaires, car comme dirait l'autre, une fissure ça va, mais c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des dégâts. Et pendant ce temps, Jean-Luc Moudenc se frise les moustaches. Ouais. Allez, Lucas Lemoff, vous reviendrez nous faire un nouvel épisode de cette série qui va nous tenir en haleine jusqu'au mois de mars prochain et peut-être nous rendre un peu bileux. À plus tard. À plus tard. Je ne peux pas te tenir droit. Ça faisait bien longtemps. Je ne peux pas danser pour toi, pas même gommer tes idées noires, ni redessiner ton histoire. Je ne suis pas tes ailes, je suis juste celle qui marche à côté de toi. Je ne suis pas tes ailes, je suis juste celle qui veut que tu la vois. Je ne peux pas guider tes pas, je ne peux pas oser tes choix, pas même apaiser tes orages, ni réinventer ton courage. Je ne suis pas tes ailes, je suis juste celle qui marche à côté de toi.
je ne suis pas tes ailes, je suis juste celle qui marche à côté de toi. Je ne suis pas tes ailes, je suis juste celle qui veut que tu la vois. Je t'ai bienvenue dans mon monde, à toi de saisir la seconde chance avant que tout ne se gâche, avant que la vie ne nous lâche. Je ne suis pas tes ailes, je suis juste celle qui marche à côté de toi. Je ne suis pas tes ailes, je suis juste celle qui veut que tu la vois. Bonsoir Lisa Martin. Bonsoir. On vient d'écouter Tes ailes, extrait pendant que Simon Chouf démonte le studio tranquillement. Faites-le sortir, on ne finira pas l'émission. Vous êtes chanteuse, je le disais en début d'émission. Vous avez fait paraître un 3e album, Persona, au printemps dernier. Album que depuis vous défendez un peu partout dans l'Hexagone, parce que vous ne jouez pas que dans la région toulousaine, vous jouez un peu partout en France. D'ailleurs, vous avez un parcours un peu singulier, auvergnate, née dans l'Allier, parisienne pendant une bonne dizaine d'années, toulousaine. Même une bonne quinzaine d'années parisienne, et puis toulousaine. Depuis 2-3 ans. Voilà, et un petit passage par Toulouse, et pour finir dans le Tarn. Voilà. C'est la banlieue. c'est la banlieue. Qu'est-ce qui fait que vous avez comme ça des fourmis dans les jambes ? En fait, j'ai l'impression de venir de nulle part. Je me sens pas enracinée quelque part. Je suis toujours très surprise par les gens qui tiennent absolument à leur région et qui la trouvent meilleure que les autres. Moi, je crois que je me sens déracinée, et Paris, c'est une ville où il y a beaucoup de déracinés. Elle adopte les déracinés, Paris. Et puis, mais un jour, moi, j'ai quand même eu besoin de retrouver un peu de campagne, et c'est pour ça que j'ai eu besoin de quitter Paris aussi. C'est vrai qu'il y en a effectivement nettement moins que de ce côté-ci de la Garonne. Je le disais en début d'émission, vous êtes un peu une décortiqueuse de la relation humaine, de la relation amoureuse dans les premiers albums. Là, ça va au-delà un peu de cette relation amoureuse, et ça parle beaucoup des relations interpersonnelles et entre les gens. Oui. C'est quelque chose qui vous suit depuis longtemps, cette façon de décortiquer un peu la relation. Parce que c'est des choses qui me posent plein de questions dans la vie. Je pense, j'écris des chansons quand des choses m'obsèdent, me questionnent, et j'ai besoin de... Alors je trouve jamais vraiment de réponse, mais je trouve des pistes de réflexion, et pour essayer de trouver un fil, un sens aux choses. Donc j'ai besoin de décortiquer, et je le fais en posant les mots sur le papier, ouais. Avec des choses qui, au fil des chansons, se rapprochent d'un discours philosophique, d'un discours sociologique. Enfin, c'est vrai qu'il y a plusieurs portes d'entrée dans vos chansons. Oui, en fait, je suis assez passionnée de philosophie, de psychologie aussi, de sociologie. Je lis beaucoup de livres, et ça mûrit avec... Voilà, ma réflexion mûrit avec moi... pendant que je grandis et que j'apprends plus de choses sur la vie aussi, et mes chansons grandissent avec moi, on va dire. Vous avez un parcours assez singulier, école nouvelle, école à marge du système, alternative, scolaire. Ouais, exactement. J'étais dans une école Steiner. Et après, école de cinéma. Après, j'ai fait une fac de cinéma. Et en même temps une école de théâtre. Et vous dites que vous êtes aussi intéressée par la socio, par la psycho, par la philosophie. Oui. Comment êtes-vous arrivée à faire des chansons ? En fait, quand je passais le bac, j'étais obligée de faire la procédure Ravel sur Minitel à l'époque. On se sent vieux là, tout soudain. On était obligé de faire 3 vœux pour la fac.
Et c'était obligatoire. Donc, moi, j'avais dit, j'irai pas à la fac, de toute façon. Et j'avais mis cinéma en premier parce que j'étais passionnée de cinéma. Puis après, socio et psycho. Et c'est le hasard qui a fait que j'ai été retenue en cinéma à Paris 3. Donc, j'ai suivi cette voie-là. Mais je pense que j'aurais été aussi heureuse, finalement, d'être en socio ou psycho parce que j'ai assez vite compris que le cinéma, ce serait pas un milieu dans lequel j'avais envie de grandir. J'avais aussi envie de faire du dessin, en fait, avant tout. Et c'est pour ça que jusque-là, Persona, c'est une photo sur l'album, mais sinon, c'est moi qui dessinais mes pochettes d'album parce que c'était là une manière aussi de m'exprimer par le dessin. Et j'en suis venue à chanter un peu par hasard parce que j'avais un ami qui chantait lui dans les bars et j'ai découvert tout ce milieu des cafés-concerts parisiens. Et je crois que être chanteuse, c'était un rêve que j'avais petite, mais j'osais pas le dire. Je trouvais ça très prétentieux, en fait. Quand on me disait, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je me disais, dire chanteuse, c'est vraiment la fille qui s'y croit et tout. Donc, je disais, et c'était vrai aussi, je voulais être médecin sans frontières et art thérapeute. J'avais plein d'envies. Mais j'osais pas dire que je voulais être chanteuse. Et quand j'ai découvert le milieu des cafés-concerts, je me suis rendu compte que finalement, chanteuse, ça pouvait se faire pas seulement... c'était pas forcément quelque chose qui passait que à la télé, à la radio. C'était pas forcément inaccessible. Ça pouvait être très proche des gens. Et c'était faisable, donc. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, d'abord, je chantais des chansons que j'avais pas écrites, puis j'ai commencé à en écrire. Et je me suis rendu compte que finalement, la chanson était un peu un point central entre toutes les choses qui me passionnaient, justement. La philosophie, la psychologie, le cinéma aussi, parce qu'écrire une chanson, c'est comme écrire un petit scénario. La scène que je retrouvais par rapport au théâtre. Et je me suis dit, ah oui, en fait là, je me sens bien. Et par rapport au dessin, finalement, le dessin, je pense, m'aurait pas tout à fait convenu parce que j'aurais passé plus de temps dans mon atelier qu'avec des gens. Et ce que j'aime avec la musique, le spectacle vivant, c'est qu'il y a toute une partie que je passe effectivement chez moi à écrire mes chansons, mais il y a une grande partie qui est très importante où je partage mes chansons avec le public, où elles existent parce qu'un public les partage avec moi. Et j'ai vraiment besoin de ce moment-là. Et vous faites vraiment partie de ce circuit chanson depuis 4-5 ans. Vous jouez très souvent partout en France. C'est quoi la scène chanson en ce moment? C'est une bonne question. En plus, je crois qu'on s'interroge toujours sur ce que c'est et pourquoi certaines choses fonctionnent, d'autres pas. Pourquoi il y a le réseau chanson est quand même un peu alternatif quand même, un réseau de passionnés et pourquoi les médias vont pas forcément, les grands médias vont pas relayer ces informations-là. C'est plein de questions auxquelles j'ai pas de réponse, mais je pense que la chanson est très importante dans la vie des gens. Moi, en tant qu'auditrice de chansons, il y a plein de chansons qui m'ont accompagnée toute ma vie, et qui m'accompagnent aujourd'hui, qui ont, dans des moments, m'ont fait me sentir moins seule en me disant je suis pas seule à penser ça, à ressentir ça. Ça a été très important. Donc je pense que c'est important de faire de la chanson et malheureusement, je crois qu'il y a des gens qui pensent que ça n'existe plus vraiment. Alors que si, je connais beaucoup d'artistes de talent qui font vivre cette chanson et beaucoup, encore heureusement, de passionnés qui l'écoutent. Vous disiez qu'au niveau des médias, il y avait une difficulté. C'est vrai qu'au niveau de la presse écrite, il y a une difficulté. Ouais. Le grand Chorus, dans ce magazine qui a couvert la chanson dans les années 80, 90 et début 2000, est mort depuis une bonne quinzaine d'années. Hexagone, qui essaie de prendre la suite, survit tant bien que mal. Ils ont lancé un appel à souscription pour pouvoir continuer à faire des journaux. C'est vrai qu'il y a quand même un problème au niveau de cette scène. Je voyais Corentin Grélier, il n'y a pas très longtemps, au Bijou, qui a cette boutade un peu marrante. On n'est pas dans un EHPAD, mais la chanson, c'est des jeunes qui chantent pour des vieux. Oui, le public est globalement un peu âgé, mais je pense que c'est parce que les gens n'ont pas l'information que la chanson existe. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois des gens de mon âge à qui, à l'occasion, s'est trouvé que je chante une chanson, et m'ont dit, il y en a eu plusieurs qui m'ont dit, mais ça existe encore, la chanson comme ça. Et oui, et les gens aiment ça, aiment les textes qui leur parlent, qui font écho à leur vie. Et donc je me suis dit, et on me l'a dit texto, on m'a dit, je sais pas où trouver les informations pour savoir, pour connaître ces chansons, ces concerts-là. Et en fait, je pense que le problème aussi, c'est que
la chanson fait plus partie du quotidien des gens comme avant. Et pour ça, c'est via la radio et la télé qu'elle faisait partie du quotidien des gens, mais aussi, et ça c'est peut-être la télé qui empêche un peu ça, que les gens sortent peut-être moins. La chanson, c'est quelque chose qui se vit un peu au quotidien. On peut facilement, quand j'étais à Paris, j'allais peut-être des fois 2-3 fois par semaine écouter des concerts. Et dans des petits lieux. Et maintenant, il y a un côté où peut-être on va aller voir 1 ou 2 concerts dans l'année, qu'on va payer une place très chère pour une tête d'affiche. Et peut-être que le budget de la mairie va passer aussi dans la programmation d'un artiste qui coûte cher, alors qu'il aurait pu en programmer 10-15 qui coûtaient moins cher, quoi. En tout cas, je sais aussi que chez les passionnés de chansons, qui ont monté des associations pour faire vivre la chanson, justement, il y en a beaucoup qui cherchent aussi des relais parmi les gens plus jeunes pour prendre, et il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Pour les Toulousains, signalons que la chanson, on en écoute beaucoup régulièrement fin janvier, début février, dans le cadre du festival des Tours de Chant, auquel le magazine Clutch fait la fête ce soir dans son traditionnel Clutchorama mensuel. Ce soir, c'est des Tours de Chant qui sera mis en avant, des Tours de Chant qui aura lieu le prochain du 28 janvier au 8 février 2020. Lise Martin, on va revenir un peu sur Persona, votre 3e album, un album où finalement vous avez nettement moins géré les choses que d'ordinaire. Vous disiez tout à l'heure que ça allait même votre gestion de l'entreprise jusqu'à la pochette. C'est vrai que là, vous disiez c'est une photo sur la couverture, mais surtout la réalisation, c'est quelqu'un qui s'en est occupé, les arrangements, le travail de son, et vous étiez un peu moins derrière. Oui, parce que pour les autres albums, c'était quand même un travail commun avec les musiciens avec lesquels je travaillais à l'époque, mais je supervisais quand même tout ça, et j'avais certaines idées assez précises sur des morceaux, et là j'ai eu envie d'essayer de déléguer ce travail. J'étais curieuse de voir ce qu'un regard extérieur pouvait apporter en fait à mes morceaux, parce que des fois je pense que j'ai pas complètement le recul sur tout, c'est évident. Et puis il se trouve que je suis devenue maman aussi, et que de toute façon j'avais plus la possibilité de tout gérer. C'était techniquement plus possible. Mais j'ai pu aussi prendre cette décision de déléguer parce qu'il y a eu une rencontre importante avec Daniel Mizrahi, à qui j'ai confié ces arrangements. Quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail et qui comprend très bien ma musique et a tout de suite su apporter des choses que moi j'aurais pas su apporter, mais en étant fidèle quand même à mon univers et à ce que je souhaitais. Ça se traduit par quoi ? Des choix d'instrumentation. Ça se traduit par des choix d'instrumentation, mais il m'a aussi proposé de changer le tempo d'un morceau parfois. Il m'a donné aussi des indications sur l'interprétation. Et ce travail s'est fait vraiment à 3 en fait, parce qu'il y a Daniel Mizrahi aux arrangements, mais il y a aussi Françoise Fonini qui est la coach scénique avec laquelle je travaille depuis quelques années, et on a vraiment fait ce travail à 3 en reprenant chaque morceau. Vraiment pour en sortir l'essence du morceau et le sens, pourquoi j'avais écrit ça et comment j'allais l'interpréter au plus juste en fait, pour vraiment transmettre en tant qu'interprète ce que l'auteur que je suis dans la première étape avait voulu transmettre. Donc vous êtes auteur, compositeur, interprète, et la chanson de cet album qui est nettement plus autobiographique que les 3 précédents, que les 3 précédents. C'est un peu perturbant parce que j'ai fait un double album. C'est vrai, c'est vrai que c'est sans doute l'album le plus autobiographique, et dans cet album autobiographique, la chanson la plus autobiographique et qui vous concerne le plus à ce moment de votre vie, une chanson où vous parlez de la maternité, c'est un texte de quelqu'un d'autre. Oui, de Raimo Gari. Raimo Gari. Absolument. En fait, ce texte, il me l'avait donné, il me l'avait proposé. Mais il dit, voilà, est-ce que tu as envie de mettre ce texte en musique et de le chanter ? Et j'avais eu un vrai coup de foudre pour ce texte, donc j'avais eu très envie de le chanter, mais j'avais pas du tout vécu ça avant. Et quand je suis tombée enceinte, je chantais déjà cette chanson, mais tout d'un coup, ça a pris un sens nouveau, parce qu'il a su, alors que c'est un homme, il a su trouver des mots très justes sur cette situation.
Et c'était un plaisir d'avoir des mots pour exprimer ce que je vivais, justement. Le fait d'avoir un enfant, ça change quelque chose dans la façon d'écrire ? Je pense, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a changé des choses dans la manière d'être sur scène, dans la manière d'interpréter. Ça a tellement bousculé toutes les priorités dans ma vie que ça a fait tomber aussi beaucoup d'angoisse pour garder finalement plus de joie. Et c'est vraiment très fort comme expérience. Vous êtes labellisé depuis peu Réseau Chanson Occitanie. Je crois que vous êtes 3 ou 4. On est 3. Voilà, à avoir ce label-là, ça change quoi ? Ça représente quoi ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est ce label Réseau Occitanie Chanson ? En fait, donc c'est énormément de professionnels de la chanson en Occitanie qui se sont réunis en réseau. Et ils ont décidé, pour aider les artistes, d'en labelliser 3 chaque année. Donc là, cette année, il y a Corentin Grelier, Thiou et moi. Et donc, ça se traduit par une aide financière et aussi un accompagnement pendant 1 an. Et à ce propos, on a rendez-vous à Montpellier demain, dans le cadre aussi du festival Les Nuits du Chat, où on va se retrouver pour un peu faire un diagnostic de chacun des 3 artistes, où on en est, et quels sont nos besoins pour nous aider à avancer là où on en est. Un point d'appui important pour vous ? Oui, c'est très important pour moi. Déjà parce que je suis une artiste d'Occitanie depuis pas très longtemps, donc je me sens très bien accueillie, ça fait plaisir. Je me dis que j'ai vraiment bien fait de déménager. Et puis, on a de toute façon, oui, besoin de soutien quand on est des artistes indépendants. Quelquefois, on se sent quand même un peu isolé, à se dire... parce qu'on fait tellement de choses soi-même que déjà, on ne sait plus est-ce qu'on les fait bien, est-ce qu'il faudrait faire autrement. Enfin, d'avoir un soutien extérieur, c'est quand même un grand soulagement et une grande aide, ouais. Je le disais en début d'émission, Lise Martin, vous jouez dimanche à 17h au Café Plume à Lautrec. Le Café Plume, une des salles emblématiques de la région, autant pour la scène chanson que pour la scène jazz. Et de temps en temps, il y a même du rock'n'roll. On vous retrouve sous quelle forme actuellement sur scène ? Là, actuellement, je tourne en trio la plupart du temps, avec un guitariste et une violoncelliste. Donc, selon que je joue plutôt dans le nord de la France, c'est Daniel Mizrahi à la guitare et Martina Rodriguez au violoncelle. Et quand je suis plus dans le sud, c'est Simon Chouf à la guitare et Eugénie Hurch au violoncelle. Donc là, ça sera avec cette formation que je serai au Café Plume le 1er décembre. Voilà, donc dimanche à 17h. Exactement. Eugénie Hurch, une habituée de cette émission, mais qui n'est pas venue ce soir. Par contre, Simon Chouf, un destructeur de micros régulier ici, est arrivé avec sa guitare pour vous accompagner. Vous nous avez préparé un morceau à la guitare Simon Chouf, au ukulélé à la voix Lise Martin. Lise Martin, donc, dimanche 1er décembre à 17h au Café Plume. Et puis, Lise Martin qui défend toujours cet album Persona, paru au printemps dernier. Je vous laisse les micros, vous pouvez y aller. C'est bon ? Dehors, le soleil s'évertue à bouder le coin de sa rue. Et sous l'arbre de sa douleur, il neige des pétales de fleurs. Le ciel est de plus en plus lourd à mesure que fane le jour. Sur elle, qui attend son bonheur, il neige des pétales de fleurs. Soudain, le temps vire à l'orage, le vent chavire les nuages sous les
clair, elle n'a pas peur. Il neige des pétales de fleurs pendant qu'elle guette et qu'elle espère en écho au coup de tonnerre. Le manque lui martèle le cœur. Il neige des pétales de fleurs. La pluie inonde sa chemise, pourtant elle reste là assise à l'attendre et depuis des heures il neige des pétales de fleurs. Enfin s'apaise la tourmente au-dessus de la triste amante de ce fiancé déserteur. Il neige des pétales de fleurs, sans cérémonie, sans cortège, ne résonnent plus que les arpèges de la chanson qu'Ophélie pleure. Il neige des pétales de fleurs en confetti de tristes noces. L'ironie du sort est féroce et elle rit de ce ciel farceur. Il neige des pétales de fleurs. Alors, doucement elle s'endort, figeant à jamais ce décor, et disparaît sous la blancheur de neige des pétales de fleurs. C'est le printemps qui fait naufrage, et comme s'effacent les mirages arrachés à leurs âmes sœurs, s'envolent des pétales de fleurs. Lise Martin, accompagnée par Simon Chouf, vous pouvez les retrouver donc dimanche 1er décembre au Café Plume à Lautrec. On a juste le temps de se dire au revoir. 2-3 propositions de concerts pour ce soir. Soirée métal à la Cave Rock avec Taotopia, Big Blue, Girafa et Ellipsis. Début des hostilités à 20h. À l'Impro ce soir à 20h30, hommage à Fela Kuti, organisé par le collectif 3e Face. De la pop à l'usine à musique à 20h30 avec Capturne, Budapest et Tom Terrien. Soirée caliente au métronome avec El Gato Negro et en première partie La Bruna, un groupe de filles et de cumbia. Du jazz au taquin à 21h avec le Whistle Quintet. De la musique du monde à Maison Blanche à 21h avec Fonta d'Amalie. Victoria de la Rosière, c'est de la chanson, sera elle au Bijou à 21h30. Et puis pendant tout le week-end, concerts et sets DJ et autres réjouissances dans tous les bars de Toulouse à l'occasion de la petite sauterie organisée une fois par an par le collectif Culture Barbare. Dernière annonce, ça se passe ce soir au Vent des Cygnes, c'est un théâtre du côté de Saint-Cyprien, World is a Blues, un concert performance autour d'un récit électroacoustique à 1000 voix imaginé par Christophe Carole et puis Jean-Michel Espitalier, un concert et un récit électroacoustique, un tissage sonore et théâtral qui parle de l'errance et de la démarche d'asile. Et puis à ne pas rater ce soir au Théâtre Garonne Chamonix, le nouveau répertoire qu'Éric Larreine est venu ici même nous présenter la semaine dernière. Donc nouveau répertoire Chamonix, on en écoute juste un tout petit bout le temps de se quitter. Éric Larreine qui sera avec les musiciennes de son groupe et puis Pascal Maupeux, puisque Pascal Maupeux est le guitariste qui a écrit l'ensemble des compositions de ce répertoire. Éric Larreine ce soir et demain soir au Théâtre Garonne Chamonix. Leurs bras chargés d'isolateurs en verre au soir tombé. Allumez votre lampe, je brancherai
Voilà, juste quelques échos de ce répertoire. La suite, c'est ce soir au Théâtre Garonne à partir de 20h30. Éric Larreine, pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Salut les filles.